Je suis Sébastien Senet. J'ai plusieurs casquettes à mon actif chez ICI, mais essentiellement, j'ai la casquette chef de projet et expert sur les produits Microsoft BI et porteur d'offres sur les solutions Microsoft. J'ai aussi l'occasion de donner des formations BI, que ce soit en entreprise ou à l'université. Je suis certifié sur les plateformes SQL, j'ai plusieurs certifications et assez récemment, j'ai été certifié sur les fondamentaux d'Azure, sur la partie cloud de Microsoft. Donc, je cumule aujourd'hui à peu près 13 ans d'expérience autour de la data de manière assez variée dans différents secteurs d'activité, contrôle de gestion, grande distribution, l'industrie, banque, assurance, bon, et j'en passe. Donc, ça me donne un peu une vision globale des problématiques qu'on peut rencontrer chez nos clients, même si, fort heureusement, j'en apprends encore tous les jours, sinon ce serait bien triste. Donc voilà, donc aujourd'hui, webinaire sur Power BI. Donc on va parler de tout ce qui est niveau d'accès, partage, comment sécuriser nos données. J'avais ces sujets-là dans mes cartons depuis un petit moment, donc je suis bien content de pouvoir les partager avec vous aujourd'hui via ce webinaire. Alors, ce que l'on va voir durant cette grosse demi-heure, trois quarts d'heure, je vais faire tout d'abord un petit rappel sur les licences Power BI, car je me rends compte que ce n'est pas encore toujours clair dans les esprits de tout le monde. Je le vois encore chez de nombreux clients qui me posent des questions à ce sujet-là. Donc, une petite piqûre de rappel sur les licences. Et ensuite, on abordera les trois sujets dont je voulais vous parler. Donc, comment partager et donner des niveaux d'accès à nos éléments dans Power BI et comment sécuriser les informations, donc soit via des filtres, soit via une sécurité sur les lignes. Donc, je vous parlerai de tout ça. Alors, un petit rappel déjà sur les licences. On a trois niveaux de licence dans Power BI. La version gratuite, la licence pro et la licence premium. Donc, bien important de garder en tête les informations essentielles sur chacune de ces trois niveaux de licence. Donc, la première, la licence gratuite, qu'est-ce qu'elle permet de faire? Elle permet de créer des rapports Power BI et de les publier dans son propre espace. D'accord? Pas de collaboration, pas de partage d'éléments. C'est quelque chose de très personnel. On ne peut pas créer aussi d'espace de travail dans Power BI. J'en reparlerai un peu plus tard durant le webinaire sur ces espaces de travail. On peut quand même rafraîchir nos données, mais qu'une fois par jour. Donc, c'est vraiment fait pour une utilisation personnelle. Ce qui est intéressant quand même, outre le fait que ce soit gratuit, c'est qu'on a quand même accès à tout ce qui est connecteur, à tout ce qui est data viz. Donc ça, c'est quand même bien, puisque ça permet quand même de se lancer dans Power BI, de faire des choses, de créer des choses, éventuellement de se former avec. D'un point de vue personnel, on a tout ce qu'il faut. Dès qu'on veut après franchir le cap de collaboration, de partage, il faut à minima passer sur la licence d'après, qui est la licence Power BI Pro, donc qui permet de collaborer, d'avoir tous les aspects de collaboration avec les autres personnes. Donc c'est une licence nominative, voilà, qui coûte prix public 8-9 € par mois par utilisateur. Chose importante, c'est une licence qui est même nécessaire pour une simple personne qui veut consulter des rapports, qui est simplement consommateur. Il lui faut quand même une licence Power BI Pro. Pour ceux qui auraient déjà des Office 365 et différents plans, il faut savoir que dans le plan E5, la licence Power BI Pro est déjà incluse dedans. Donc, vous n'avez pas besoin d'en payer une supplémentaire pour vos utilisateurs. Bon, il y a quelques limitations, ça c'est pas le plus important, donc je passe. Et ensuite, on a la licence ultime, la licence Power BI Premium, qui cette fois est une approche serveur, c'est pas une approche licence nominative. Donc c'est une approche serveur, c'est-à-dire qu'elle est faite au niveau de l'organisation globale de la société. C'est une capacité en fait dédiée dans le cloud, avec des ressources dédiées sur des serveurs dédiés. Donc, elle coûte bien sûr beaucoup plus cher, elle s'adresse vraiment aux grandes entreprises. On estime qu'à partir de 500 collaborateurs, lecteurs de Power BI, ça commence à être intéressant. Sinon, garder des licences Power BI Pro, ça suffit largement. Par contre, pour les créateurs de rapports, ceux qui vont vraiment créer du contenu, il leur faut quand même une licence Power BI Pro, même si vous êtes déjà en version premium. Ça concerne juste quelques utilisateurs généralement. Voilà, ça permet d'offrir une meilleure performance, des grandes capacités de stockage, on a beaucoup plus de
de performance, on a des taux de rafraîchissement qui sont beaucoup plus élevés, forcément, puisque c'est une capacité dédiée dans Azure. La chose importante qu'il faut aussi garder à l'esprit, c'est que via ce mode de licensing, on a accès à ce qu'on appelle Power BI Server. J'en avais parlé déjà la dernière fois dans mon ancien webinar. Donc, c'est la partie serveur qui permet de déployer des rapports institutionnels, des rapports en masse de type Reporting Services, chose qu'on n'a pas avec Power BI classique. Voilà, petite piqûre de rappel sur les licences, les 3 niveaux de licence, qu'est-ce qu'il y en a dans chacune d'entre elles, qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on ne peut pas faire. Maintenant, on entame le vif du sujet avec les niveaux d'accès et les partages. Comment je peux partager des éléments dans Power BI, de quelle manière, et qu'est-ce qu'on peut faire et ne peut pas faire, et ce qu'on ne peut pas faire avec. Alors, la première façon de partager un élément, c'est tout simplement d'utiliser la fonction partager que l'on retrouve en haut. Quand on clique sur un rapport, en haut, on a un petit menu. Alors, je ne sais pas si vous voyez ma souris quand je fais ça. On a un petit menu et on a une fonctionnalité de partage. Donc, on peut partager un élément soit à quelqu'un de la société, de notre organisation, soit même à une personne externe. Alors, chose importante, qui est un petit peu redondant avec ce que j'ai dit aussi tout à l'heure sur les licences, même si la personne est externe, il lui faut quand même une licence Power BI Pro. Sinon, elle n'aura pas accès au rapport qu'on aura partagé. Quand je dis élément, partage d'un élément, c'est soit un rapport, soit un dashboard, soit même un classeur Excel ou un jeu de données. C'est tout ce qu'on peut retrouver comme contenu dans Power BI. Lorsqu'on partage un dashboard, on partage bien sûr tous les rapports qui sont sous-jacents, qui sont à l'intérieur de ce dashboard. Un dashboard, hein, pour rappeler un petit peu la définition et qu'est-ce que c'est simplement une composition, une mise en page de plusieurs visuels qu'on aurait ponctionnés dans différents rapports. On va aller prendre des morceaux de visuels dans des rapports ou dans un même rapport et on va les ramener dans un dashboard avec une mise en page différente. Donc forcément, quand on partage un dashboard, ça partage les visuels qu'on aurait épinglés dans les sous-rapports. Alors, comment fonctionne cette fonctionnalité de partage? Quand on partage à un destinataire, il va recevoir en fait un email vers le rapport en question et automatiquement, dans son espace qui s'appelle « Partager avec moi », il va le voir aussi pour pouvoir y accéder ultérieurement. Pour pouvoir partager, il faut être propriétaire du rapport, ou en tout cas, il faut avoir le droit de partage. Donc, soit en tant que propriétaire, on a ce droit-là automatiquement, soit alors il faut avoir eu cette délégation de repartage. Ça se fait au moment du partage du rapport. Je vous ferai la petite démo tout à l'heure, vous verrez, c'est très facile à comprendre. Le destinataire, lui, n'a qu'un accès en lecture, c'est que de la consultation. Et au moment de partager, on aura deux onglets, un onglet accès et un onglet gérer les autorisations, qui va nous permettre de voir tous les partages qu'on a déjà effectués sur l'élément en question et d'affiner un petit peu les autorisations que l'on veut donner sur ce partage-là. Alors, le plus simple, c'est que je vous fasse la petite démo de ce que je vous raconte. J'ai prévu dans ce webinaire-là, en fait, à chaque fois de vous parler, de vous expliquer les choses et de vous faire une petite démo très simple pour que ça vous parle un petit peu plus et puis que vous puissiez voir concrètement à quoi ça ressemble dans le service Power BI. Alors là, je suis connecté au service Power BI avec mon compte, mon compte ASI. Je vais aller dans mon espace de travail de démo. Dans les rapports, j'ai prévu un rapport qui s'appelle Conso Énergie EPCI. C'est un rapport que j'ai créé pour les besoins de mes démos, qui permet tout simplement de montrer la consommation énergétique en France, gaz, électricité, par commune et par secteur d'activité. Voilà, avec quelques data viz assez sympas qui montrent ce qu'on peut faire avec Power BI, des graphes, des barres graphes, des camemberts, des slides sur les années, sur des axes temps, un peu de cartographie. Voilà. Alors, pour aujourd'hui, pour le besoin de ce webinaire, on ne va pas tellement s'intéresser aux data viz. Je réutilise simplement ce Power BI là pour avoir des données d'exemple. Alors, revenons sur ce que je voulais vous montrer, le partage qui se trouve ici.
Lorsque je partage, j'indique ici à qui je veux partager. Donc, comme je suis dans le service Power BI, l'identification des personnes se fait tout par adresse mail. Je vais le partager à moi-même pour le besoin de l'exemple. Je peux préciser un petit commentaire ici dans le mail que va recevoir le destinataire. Et je clique sur partager. Voilà. Logiquement, dans 30 secondes, je vais recevoir un mail que je vais vous montrer. Voilà, il arrive. Hop, je reçois ce genre de mail-là qui indique qui a souhaité partager le rapport. Je retrouve ici mon petit commentaire et surtout un lien qui m'emmène directement dans le service Power BI, exactement à l'emplacement du rapport qui a été partagé. Et je retrouve, comme je vous le disais tout à l'heure, dans la partie partager avec moi, je retrouve ici, alors bon, dans mon espace, j'ai beaucoup de choses partagées, mais je retrouve notamment celui que je viens de faire ici, Construire Énergie EPCI, qui est le rapport qui vient d'être partagé avec moi. Si je reviens sur mon rapport et sur les accès, alors je reviens sur mon espace de démo. Consommation d'énergie EPCI. Partager. Vous voyez ici, on a un onglet accès. Alors via cet onglet-là, je peux revoir tous les partages que j'ai effectués sur l'élément en question, là, sur ce rapport-là. Donc je vois que je viens de le partager à moi-même, bon, et je vois mes niveaux d'accès, j'ai été propriétaire. Je l'ai partagé aussi à 2 personnes, à Zaya et Audrey. Zaya et Audrey, si vous m'entendez, vous avez été désignés automatiquement pour les besoins de la démo. Et j'ai effectué aussi un partage externe, vers une adresse externe, vous voyez ici. Et je peux modifier les niveaux d'accès. Par défaut, ici, je l'avais mis en lecture et repartage. Donc, cette personne-là peut bien sûr consulter ce rapport et le repartager derrière à d'autres personnes. Je peux modifier ce niveau d'accès-là et je peux supprimer le partage. Dans la partie « Gérer les autorisations » ici, le bouton est un petit peu caché. On a une vision un petit peu plus affinée. On retrouve ici les différents niveaux de partage que je vous ai montré tout à l'heure. Je peux donc supprimer le partage ou modifier les partages qui sont déjà actuels. Je peux revenir sur cette partie partagée pour rajouter des utilisateurs. Et vous voyez sur la partie gauche ici, là je suis sur la partie niveau d'accès du rapport. Mais je peux aussi mettre des niveaux d'accès sur les autres éléments, et notamment le tableau de bord, j'en ai un qui est déjà créé là, ou le jeu de données qui est associé à ce rapport-là. Donc si je clique dessus, vous voyez que les niveaux d'accès ne sont pas tout à fait les mêmes. Je retrouve certains niveaux d'accès qui étaient communs au rapport, mais j'en trouve aussi d'autres, parce que j'ai donné des accès à d'autres personnes, notamment des personnes externes, simplement sur le jeu de données. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire que ces personnes-là, elles pourront utiliser le jeu de données en tant que source de données pour pouvoir créer du contenu, mais je ne leur ai pas donné un partage sur le rapport en question. Je peux bien sûr ici rajouter des utilisateurs simplement en partage sur le jeu de données. D'accord? Alors, ce premier niveau de partage, l'un des avantages, c'est que c'est une manière très simple et très rapide pour partager un élément, un rapport ou un dashboard de n'importe quel élément. Ça se fait en quelques clics de souris. L'inconvénient, c'est qu'on n'a pas de partage pour modification. Ce n'est que de la consultation, que de la lecture et de la consommation de rapports. Et l'un des gros inconvénients aussi, en tout cas que je trouve, c'est que le partage se fait simplement élément par élément. On n'a pas de partage de masse d'un ensemble de rapports, par exemple. Donc si vous avez 15 rapports que vous voulez partager à la même personne, vous n'avez pas d'autre choix que d'aller sur les 15 éléments à chaque fois et de faire partager, de renseigner l'adresse mail, de faire ça 15 fois. Donc c'est une solution simple et rapide pour du partage, on va dire,
des petits partages de simplement quelques rapports à des personnes qu'on a envie d'inclure dans une collaboration pour avoir leur avis, ainsi de suite. Mais ça reste un usage un petit peu restreint de collaboration que dans un sens en plus, parce que c'est simplement de la lecture seule pour les destinataires. Donc si on va aller plus loin après, il faut qu'on passe aux espaces de travail. C'est l'autre moyen de partager et de collaborer. Donc c'est le moyen même l'usage qu'il faut avoir des espaces de travail. Alors, qu'est-ce qu'un espace de travail? Si on devait définir qu'est-ce que c'est qu'un espace, 4 points qui permettent de le définir, 4 points à retenir. C'est un endroit de collaboration. Donc, on va inviter des personnes à venir collaborer sur cet espace-là. C'est un partage d'éléments, de plusieurs éléments. C'est-à-dire qu'on peut partager non seulement des rapports et des dashboards, mais aussi simplement des datasets, des sources de données. On peut mettre un cube Power BI simplement à l'intérieur d'un espace de travail et c'est tout. Et inviter les gens à créer du contenu à partir de cette source de données. On peut aussi définir et mettre en place des Excel, des feuilles de calcul Excel avec à l'intérieur soit des données, soit alors directement des tableaux croisés dynamiques et l'utiliser tel quel. On a aussi la possibilité de définir des niveaux d'accès plus affinés sur les espaces de travail, parce qu'on peut faire de la collaboration, donc c'est pas seulement que de la lecture, mais on peut aussi faire de la modification et du partage un peu plus fin des éléments. Et on peut programmer des rafraîchissements automatiques. Pour rappel, il faut bien avoir une licence Power BI Pro pour pouvoir créer des espaces de travail. On ne peut pas le faire avec la licence gratuite. Si jamais vous ne pouvez pas le faire, vous ne pouvez pas créer des espaces de travail malgré le fait que vous ayez une licence Power BI Pro, souvent ça veut dire que votre administrateur Azure l'a bloqué. On peut, par défaut, on peut le faire, mais l'administrateur peut bloquer la création d'espaces de travail. Donc, je le mets en note parce que souvent les clients me posent la question, ils se retrouvent bloqués malgré le fait qu'ils aient les licences adéquates. Chose importante, dans tout ce que je vais vous parler aujourd'hui, je vais vous parler en fait des nouveaux espaces de travail. Microsoft appelle ça l'espace de travail nouvelle expérience, qui existe depuis août-septembre 2019, et pas des espaces de travail classiques qu'il y avait avant. Donc c'est important, ça vous ne le verrez pas si vous êtes toujours en espace de travail classique. Alors au niveau des droits sur un espace de travail, tout va se baser sur des rôles, pour pouvoir indiquer qui peut faire quoi. Alors, on peut faire beaucoup de choses avec l'espace de travail, mais ce qui nous intéresse aujourd'hui, ce dont je veux vous parler, c'est simplement le focus sur les partages et les niveaux d'accès. Donc, je vais vous parler surtout des rôles. Les groupes Office 365 sont vus comme des espaces de travail aussi. Mais dans les nouveaux espaces de travail, quand on crée un espace, on peut créer un espace sans avoir forcément le besoin de créer un groupe Office 365. Alors qu'avant, forcément, ça crée un groupe Office 365. L'affectation des rôles, elle se fait sur plusieurs choses possibles, soit un utilisateur individuel, on va lui renseigner une adresse mail par exemple, soit un groupe de l'AD, pour pouvoir réutiliser des groupes de sécurité qui existent déjà, donc c'est très 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 pratique, soit directement un groupe Office 365. Si vous avez déjà Office 365, vous avez déjà toute une politique de sécurité, vous avez créé les groupes adéquats, ainsi de suite, vous pouvez les réutiliser dans Power BI pour appliquer la même sécurité sur des espaces de travail, donc c'est très intéressant. Et on peut aussi utiliser des listes de diffusion, des listes de distribution, peu importe comment on les appelle, au sein même de l'affectation des rôles. Les autorisations dans Power BI sont permissifs, c'est-à-dire que si une personne appartient à plusieurs groupes différents avec du coup des rôles différents, elle va toujours recevoir l'autorisation la plus élevée. Donc si une personne appartient à un rôle qui lui donne la possibilité de faire l'action A et qu'elle appartient aussi à un autre rôle qui lui interdit de faire l'action A, par défaut, elle aura le droit de faire l'action A. C'est permissif. Dans les affectations de rôle, ce qui est important dans la bonne pratique, bien sûr, ce n'est pas d'utiliser des utilisateurs individuels, voire même des listes de distribution. C'est un petit peu dangereux. C'est au maximum d'utiliser des groupes pour une gestion, bien sûr, plus facile et beaucoup plus flexible. Parce que si un utilisateur, par exemple, quitte la société, elle aura simplement à quitter le groupe. Donc, c'est un travail, c'est une action, c'est une tâche d'administration au sein de l'Active Directory, mais on n'aura pas dans Power BI à faire une tâche additionnelle. Automatiquement, vu qu'elle est partie du groupe, et du coup, elle partira aussi du rôle dans Power BI.
Alors, on retrouve 4 rôles principaux dans Power BI, des rôles qui donnent des droits de manière dégressive. Le rôle administrateur, le rôle membre, collaborateur ou contributeur et le lecteur ou visionneuse. Microsoft s'est donné le droit de changer un peu le nom des rôles, mais c'est exactement la même chose. Donc ces 4 rôles-là sont des rôles déjà prédéfinis. On peut en créer d'autres aussi dans Power BI, mais c'est déjà largement suffisant. Alors ce qu'il faut retenir, je vous ai mis ici les principaux droits que l'on retrouve dans ces 4 rôles-là. Il y en a beaucoup d'autres que vous pouvez trouver sur la documentation Microsoft, mais il faut au moins retenir cela. L'administrateur, facile, il a accès à tout, il peut tout créer, il peut tout casser. Petite note, il faut essayer toujours d'avoir 2 administrateurs sur l'espace de travail. Ce n'est pas une obligation, mais c'est une sécurité. Si on n'en met qu'un seul et que cet administrateur-là, un jour, quitte la société ou un problème de connexion, que sais-je, on se retrouve vite coincé, parce que du coup, on n'a plus d'administrateur. Donc la bonne pratique, c'est quand même d'en avoir 2, à minima, un administrateur, on va dire, courant, quotidien, et puis un backup. Le rôle membre, lui, il peut faire tout ce que l'administrateur peut faire, sauf qu'il ne pourra pas modifier ou supprimer un espace de travail, et il ne pourra pas ajouter, supprimer des utilisateurs. D'accord ? Mais il pourra par contre mettre à jour et administrer l'application Power BI. Ça, c'est une notion dont je vous parlerai tout de suite après, durant ce webinaire. Le rôle collaborateur ou contributeur peut faire tout ce que le membre peut faire, mais il ne peut pas modifier, publier une application Power BI et il ne peut pas partager d'éléments. Donc lui, c'est un rôle qui est fait pour ceux qui vont créer du contenu, créer des rapports. Et enfin, on a le rôle de lecteur-visionneuse. Donc lui, vous l'aurez compris, il a un accès simplement en lecture à l'espace de travail et il est fait pour ceux qui veulent consommer et accéder au rapport. Je précise, oui, toujours, même une personne qui est simplement visionneuse ou lecteur, il lui faut quand même une licence Power BI Pro. Alors, on distingue 2 usages dans les espaces de travail. En tout cas, moi, j'en distingue 2. Qu'est-ce qu'on pourrait faire avec les espaces de travail pour justement organiser les différents accès à mes utilisateurs? Premier usage, qui est le plus évident, on pourrait se dire tout simplement créer 2 espaces de travail. Un espace de travail de test, de recettes, et un autre espace de travail de production pour ceux qui ont ce rôle de consommateur. Alors cet usage-là, il paraît évident et simple à mettre en place. Par contre, il demande un peu plus de travail d'administration, puisque forcément, on a 2 espaces à gérer. Aujourd'hui, il est impossible en plus de copier ou de déplacer des éléments d'un espace de travail à un autre. Je dis aujourd'hui parce que pour BI, ça évolue très vite. Peut-être que demain, ce que je vous raconte là, ça sera plus vrai. Et dans ce cas-là, tant mieux, c'est que ça évolue dans le bon sens. En tout cas, aujourd'hui, on ne peut pas faire ça. Donc, si vous avez des rapports dans cet espace de travail de test et de recettes, que vous les basculez en production, vous n'avez pas d'autre choix que de le reprendre dans le desktop et de le republier dans l'autre espace de travail. Donc, il faut faire attention aussi à ne pas se tromper d'espace lorsqu'on publie. Moi, je préfère du coup parler et utiliser le deuxième usage. Donc, le deuxième usage des espaces de travail, c'est d'en avoir un seul qui permet de créer et de collaborer. Donc, ce sera une sorte d'espace de travail bac à sable où à la fois les créateurs et les key users vont venir collaborer, partager, faire de la recette, partager du contenu avec éventuellement différentes versions des rapports. Et une fois qu'on aura quelque chose de construit, on va créer et publier une application Power BI qui va servir d'environnement de production. L'avantage aussi de ce cas d'usage-là et d'utiliser cette méthode-là, c'est qu'on va simplement avoir 3 catégories d'utilisateurs dans l'espace de travail. Une catégorie d'utilisateurs qui seront simplement lecteurs, qui seront adressés aux key users, les contributeurs pour créer du contenu et les membres qui vont, eux, gérer l'application Power BI. Alors, l'application Power BI, justement, qu'est-ce que c'est? Si on devait le définir, c'est du contenu empaqueté officiel. C'est une phrase que j'aime bien parce que ça résume vraiment tout. C'est du contenu, donc c'est une collection d'éléments, de rapports, de dashboards, de feuilles Excel, que sais-je, qui permet de cibler une analyse bien précise, qui va être distribuée à un large public. Donc c'est vraiment fait pour de la consultation de masse à un ensemble d'utilisateurs à grande échelle. Il faut vraiment le voir comme un produit fini
de toute une mise en production de Power BI. Et on va bien sûr pouvoir facilement gérer les autorisations sur ces applications Power BI. Alors, l'application Power BI, elle se publie. Elle se publie en indiquant quels sont les éléments justement que l'on va mettre dedans. Donc, d'une manière très simple, avec des petites... sur chaque élément, on a une petite case à cocher oui, non, pour indiquer si on veut la publier dans l'application. Et on va ensuite, une fois qu'elle est publiée, on va pouvoir gérer les autorisations. Alors, une application, on peut en créer qu'une seule par espace de travail. Donc, souvent, on me pose aussi la question, où je le vois chez mes clients, je vois souvent chez mes clients un espace de travail où on met un peu tout et n'importe quoi, des rapports sur différents domaines, RH, finance, contrôle de gestion. Et après, au moment de créer des applications, on se retrouve bloqué parce qu'on voudrait pouvoir créer des applications pour de la finance, une application pour les RH et puis une autre pour un autre domaine. Et en fait, on est bloqué parce qu'on a tout mis dans le même espace de travail. Donc, dans ce cas-là, on n'a pas d'autre choix. Il faut le penser en amont, un espace de travail par grand domaine d'application. Alors, quand on publie justement une application pour API, il faut que on a 3 onglets, installation, navigation et autorisation. On va définir quel est le nom de l'application, une petite description, un logo. On définit une navigation et on définit aussi des autorisations. Alors, au lieu de vous lire peut-être bêtement le slide, je vais vous faire une petite démo de cette partie-là. Donc, je vais revenir sur mon espace de travail de démo, ici. Voilà. Vous voyez qu'on a un bouton ici « Accès ». Là, j'ai les différents niveaux d'accès de mon espace de travail. Donc, je retrouve qui a droit à l'espace de travail avec le rôle. Vous voyez ici. Donc, moi, j'ai un rôle d'administrateur parce que j'ai créé l'espace de travail. Nous avons ici Zaya qui a un rôle de collaborateur et Audrey, rôle de visionneuse. Donc, si j'essaie de remapper avec ce que j'ai dit tout à l'heure, Zaya, ici, avec le rôle de collaborateur, aurait vraiment ce rôle de création de contenu, de création de rapports. Alors que Audrey, ici, avec ce rôle de visionneuse, aurait plutôt un rôle, sera plutôt quelqu'un côté métier avec un rôle de key user, qui viendrait sur cet espace-là, typiquement pour faire de la recette. Je peux facilement ici rajouter d'autres collaborateurs, inviter d'autres collaborateurs à venir collaborer sur cet espace, donc via des adresses mail, très simple, avec ici un choix sur l'un des 4 rôles prédéfinis de Power BI. Bon, je ne vais pas le faire parce que moi je suis déjà dedans. Ce que je voulais vous montrer ensuite, oui, c'est l'application. Je suis sur l'espace de travail. Vous voyez qu'ici, je peux publier l'application. Alors, avant de publier l'application, vous voyez qu'ici, sur chaque élément, on a une petite case à cocher, inclus dans l'application. Je l'ai sur le niveau des tableaux de bord, je l'ai au niveau des rapports aussi. D'accord. Alors, tableau de bord, je vais mettre le tableau de bord dedans. Hop, ça, on verra ce que ça donne. Et ensuite, je peux publier mon application. Je lui donne un petit nom. Je vais l'appeler application démo. Une description. Le nom et la description, ça permet de faciliter en fait la recherche de l'application après dans l'application de store de Power BI. Je peux éventuellement choisir un petit logo. Dans la partie navigation, je vais peut-être le faire après, je vous montrerai après. Je publie mon application. Publier. Voilà, elle est publiée. Il me donne l'adresse, l'URL d'accès à cette application. Je vous parlerai tout à l'heure comment on peut retrouver une application. On va aller voir ce qu'il a fait. Voilà, je suis sur mon application. Donc, je retrouve en fait les différents éléments ici à gauche que j'ai cochés tout à l'heure, que je voulais inclure dans l'application. Donc, j'ai mon tableau de bord, j'ai mon rapport conso énergie EPCI. À l'intérieur, je vois les différentes pages. J'ai un autre rapport que j'avais inclus dedans. Je peux facilement naviguer à l'intérieur et jouer avec mes filtres et consommer ma donnée. D'accord ? Je vais revenir à mon espace de travail de démo, pour vous montrer que si maintenant
je vais mettre à jour mon application, et je reviens sur l'autre onglet navigation. Cet onglet navigation, elle permet en fait d'agencer d'une manière différente ce que je retrouve sur la gauche, là, ce que je viens de vous montrer tout à l'heure. Je retrouve les différents éléments, mon dashboard et puis mes 3 rapports, et je peux simplement déjà les agencer autrement et ajouter des sections. Alors, ajouter des sections, voilà, je peux mettre une nouvelle section. Ici, je vais mettre juste section 1 pour le besoin de la démo. Voilà, et puis à l'intérieur, je vais mettre plutôt mon tableau de bord démo. Voilà, je mets à jour mon application. Et on voit que ça m'a créé une section avec mon tableau de bord à l'intérieur. Donc je peux un petit peu agencer, c'est une sorte de table des matières, de sommaire, des éléments que j'aurais publiés dans mon application. D'accord ? Voilà. Une fois qu'on a publié une application Power BI, comment vont faire les utilisateurs finaux pour y accéder? Donc, 3 manières différentes. Soit via l'URL fournie. Vous avez vu, quand j'ai publié l'application, il a généré une URL. Donc, cette URL-là, je peux la copier quelque part pour après la partager via un email ou que sais-je et la donner aux utilisateurs finaux. Donc, première méthode, via une URL. Deuxième méthode, c'est directement dans le service Power BI. On peut aller dans la partie application, obtenir des applications. Je vais vous montrer ça. Si je retourne dans le service Power BI, hop, ici on a application. Et cette interface-là liste en fait toutes les applications auxquelles je me suis inscrite, que j'ai récupérées dans mon espace. Je vois que, bon, comme je suis administrateur et que je l'ai publié, automatiquement, je l'ai aussi ici. Il me l'a ramené dans mon espace et j'y ai accès. Mais si j'avais été un utilisateur lambda, par défaut je ne l'ai pas, je peux obtenir des applications et la rechercher ici au sein de mon organisation. D'où l'utilité de donner des noms et une description qui parle un petit peu pour que ce soit plus simple aux utilisateurs de la rechercher. Bon, là, elle est ici. Et si je clique ici « Obtenir », je la retrouve ici au sein de mon espace d'application. La troisième méthode aussi, l'administrateur de Power BI peut automatiquement pousser, en fait, c'est du mode push, pousser l'application en question automatiquement dans l'espace application des utilisateurs, pour pas que les utilisateurs aient besoin d'aller la rechercher manuellement. C'est aussi une autre façon de le faire. Donc, l'application Power BI a énormément d'avantages. Elle permet de bien séparer la partie création, test, recette, tout cet environnement de création dans un espace de travail et l'environnement de production dans l'application Power BI pour les utilisateurs finaux. Donc, on fait bien distinction entre les deux. On peut aussi, c'est vrai que je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais on peut partager à des personnes externes, que ce soit des rapports ou des dashboards. On peut le faire aussi avec des applications Power BI. On peut le partager à une personne externe de l'organisation. Pour ça, il faut utiliser un autre service qui s'appelle Azure B2B. Ça ne fait pas l'objet de ce webinaire, j'en parlerai peut-être une prochaine fois, mais retenez que c'est possible de le faire. Autant sur le partage, tout à l'heure, on a vu que c'était simplement du partage en mode lecture. Là, par contre, les utilisateurs peuvent en faire une copie. Donc, au sein de l'application, ils peuvent récupérer un rapport d'application, en faire une copie dans leur propre espace pour éventuellement le retravailler, refaire des modifications. Donc ça, c'est quelque chose qui est très intéressant aussi pour eux. Et important, le fait que ce soit séparé, que les deux environnements soient bien séparés. On peut continuer à travailler dans l'espace de travail, à changer des rapports, faire des modifications. Cela n'affectera pas l'application en production qui a été publiée. Et il en est de même aussi pour les données, pour les datasets qui sont à l'intérieur. Quand on publie une application, ça ne publie pas seulement que les rapports. On a aussi tout ce qui est dataset. Point de vigilance, par contre, toutes les personnes qui ont accès en modification, qui ont le rôle en fait de collaboration, eh ben, ils peuvent publier l'application. Donc attention à bien gérer, c'est pas forcément bien gérer les droits, mais bien gérer qui va en fait publier et mettre à jour cette application-là. La bonne pratique, c'est d'avoir simplement quelques personnes qui aient le rôle membre et beaucoup plus d'autres personnes qui ont le rôle collaborateur pour pouvoir créer du contenu.
Alors, vu le temps qui passe vite, malheureusement, et j'ai pas mal de choses à vous montrer, je vais peut-être zapper les 3 slides d'après, je reviendrai dessus si j'ai le temps à la fin, qui parlent d'autres manières de partager, en fait, des éléments de Power BI sur le web, l'incorporation dans SharePoint. Je vais passer ça pour plutôt me concentrer sur la partie sécurité. C'est quand même la partie, les 2 sujets importants que je voulais vous parler aujourd'hui. Le premier, c'est la sécurité via les filtres. C'est très intéressant. Quand on parle de sécurité, on parle en fait de qui peut voir quoi. Alors, je ne sais pas si vous l'avez vu, mais depuis à peu près 6-8 mois, là, je crois que c'est depuis août ou septembre 2019, on a un nouveau panneau de filtre qui est apparu dans Power BI, qui est un objet vraiment à part entière, qui se présente. Alors avant, l'ancien panneau était un peu sombre comme ça, pas très joli d'ailleurs, et maintenant il est un peu plus sobre, blanc, et un peu plus sexy, on va dire. Alors qu'est-ce qu'on a de plus dans cette nouvelle expérience de filtre? On a déjà un menu de recherche qui permet de rechercher un filtre quand on en a beaucoup dans la liste, et croyez-moi, ça arrive assez souvent. Microsoft a fait l'effort de gain de place, donc il est un peu plus lisible et on a un peu plus d'espace pour le rapport en question. Bon, il permet aussi d'afficher le nombre de lignes correspondant à chaque valeur d'un filtre. Mais ce qui est surtout important pour aujourd'hui, c'est qu'il y a des contrôles additionnels. Et c'est de ça qu'on va parler pour mettre en place de la sécurité. Petit focus, c'est important. À partir d'avril 2020, j'ai reçu l'information il n'y a pas si longtemps, l'ancien panneau de filtre n'existera plus. Donc la zone de filtre sombre va complètement disparaître. Microsoft préconise que vous fassiez la migration vous-même de l'ancien panneau de filtre vers le nouveau panneau de filtre, si jamais vous avez déjà des Power BI en production. Si vous ne le faites pas, ce n'est pas très grave. En avril 2020, Microsoft va automatiquement passer ses anciens filtres en nouveaux. Seulement, voilà, c'est une conversion automatique avec tous les effets de bord qu'on peut imaginer. C'est toujours mieux de le faire soi-même pour éviter d'avoir des soucis derrière. Donc, pensez que si vous utilisez l'ancien panneau de filtre avec des choses un peu particulières, pensez peut-être à faire la migration vous-même vers la nouvelle expérience pour ne pas avoir de soucis en avril. Alors, qu'est-ce qui est intéressant, justement, dans ces nouveaux contrôles? Il y en a 2. Il y a le petit cadenas et puis ce que j'appelle l'œil. Alors, le petit cadenas, il permet simplement de verrouiller le filtre, tout simplement. Donc, les utilisateurs voient toujours le filtre en question, mais ils ne peuvent plus le modifier. Alors, pourquoi c'est intéressant dans notre cas-là? Quel cas d'usage on pourra trouver pour mettre en place la sécurité? Tout simplement, ça permet d'avertir l'utilisateur que la donnée que l'on présente dans le rapport est bien filtrée d'une certaine manière, mais qu'il ne peut pas le modifier. Donc ça permet d'éviter les incompréhensions et les malentendus qu'on a souvent en période de recette parce qu'on ne comprend pas, on n'arrive pas à expliquer la valeur d'un chiffre. Donc ça évite aussi de faire des analyses un peu farfelues. En fixant la valeur d'un filtre, on dit à l'utilisateur, voilà, on utilise ce filtre-là, tu es au courant, c'est filtré de telle manière-là et c'est voulu. L'œil, par contre, permet de rendre le filtre non visible à l'utilisateur. Donc là, il ne voit rien du tout. On l'utilise d'une manière générale pour appliquer des règles métiers particulières. On a besoin de filtrer de telle manière pour que cet indicateur soit cohérent et on n'a pas besoin de le montrer à l'utilisateur parce que c'est la règle qu'on a définie. Alors, petite démo là-dessus, sur ce nouveau filtre. Je reviens sur ma partie espace de travail, démo. Voilà, ce que je vais faire, c'est que je vais copier mon nouveau rapport, je le fais en live, je vais l'appeler filtre. Voilà. Je vais l'ouvrir avec le desktop. Le temps qu'il arrive, voilà. Hop. Il est parti. Non, il est là. Alors, ce que je vais faire pour le besoin de la démo, très simplement, je vais utiliser cette sécurité sur les filtres pour filtrer mon rapport
pour filtrer mon rapport simplement sur une région. Donc, ce que je vais faire, ici dans ma zone de filtre, je vais rajouter filtre sur toutes les pages, voilà. Je vais rajouter région libellée, hop, et je vais mettre que Auvergne-Rhône-Alpes. Voilà. Et je vais le mettre, je vais le masquer. Je le publie, je l'enregistre. Je me dépêche parce que j'ai plus trop de temps et j'ai encore des choses à vous montrer derrière. Une dernière petite chose, espace de démo. Voilà, je retourne sur mon espace de travail. Dans la partie rapport, je le trouve ici. Voilà. Je vais aller sur la carto, hein, on verra un petit peu. Vous voyez qu'au niveau carto, c'est un peu... Au niveau carto, bah, automatiquement, le filtre s'est appliqué et je ne le vois pas ici, dans ma partie filtre. Donc, c'est un premier niveau de sécurité qui est assez facile à mettre en place. Parce que, je suis un petit peu plus vite, parce qu'il est très simple à mettre en place dans le desktop, très simple à publier, et il permet d'une manière rapide, en fait, au sein d'un même rapport, de pouvoir filtrer les données sur une partie de mes... sur une partie d'un axe. Ici, j'ai pris l'axe géographique, mais on peut filtrer sur n'importe quel axe. Alors, l'avantage, c'est que la sécurité sur les filtres, c'est assez rapide à mettre en place. L'inconvénient, vous le voyez bien, c'est que il va falloir que je crée autant de variantes du même rapport si je veux mettre des filtres différents et des sécurités différentes. D'où le deuxième niveau de sécurité dont je voudrais vous parler aujourd'hui, c'est la sécurité au niveau des lignes. C'est-à-dire que là, on va voir comment sécuriser la donnée en elle-même, pas simplement un simple accès ou non à un élément dans un seul rapport. Donc, dans l'exemple précédent, on a utilisé le filtre pour filtrer sur Auvergne-Rhône-Alpes, mais c'est vrai, il sera appliqué pour tous les utilisateurs qui vont se connecter à ce rapport-là. Donc là, l'idée, c'est d'avoir un rapport qui permet à des personnes différentes, sur le même rapport, sur le même jeu de données, de voir que ce dont il a besoin de voir. Donc on va vraiment mettre cette sécurité à l'intérieur du modèle de données de Power BI. Alors on a deux conceptions possibles de la mise en place du RLS. Le RLS, c'est la version, c'est Role Line Security, hein, c'est la version anglaise. Soit on a une conception en mode connexion active, c'est-à-dire que cette sécurité-là, elle va être déportée au sein d'un cube de données, d'un autre dataset qui est hors Power BI. C'est l'un des gros avantages de Power BI aussi, c'est qu'il peut se connecter à des cubes de données en mode live. Ce n'est pas ce dont je vais vous parler aujourd'hui, je vais vous parler de l'autre conception qui est de mettre cette sécurité dans le jeu de données lui-même, de Power BI. On a deux implémentations possibles dans ce cas-là, soit du RLS statique, soit dynamique. Donc, je vais vous montrer la différence entre les deux et à quoi ça sert. Chose importante, que ce soit peu importe les deux implémentations qu'on choisit, statique ou dynamique, pour qu'ils fonctionnent, il faut que les utilisateurs aient le rôle de lecteur. Si on est tout autre rôle, membre, collaborateur ou forcément administrateur, on verra toujours tout. Alors, la première étape, déjà, dans le Power BI Desktop, c'est de créer les rôles. Donc, on va créer des rôles en allant dans l'onglet modélisation, gérer les rôles. Et dans chaque rôle, on va indiquer qu'est-ce qu'on peut voir. Donc, dans mon cas d'avant, on mettrait le code région égale Auvergne-Rhône-Alpes. D'accord ? Une fois qu'on a défini ces différents rôles, on va, je vous ferai la petite démo après, on va indiquer qui appartient au rôle, quelles sont les attributions de rôle. Et ça ne se fait pas dans le desktop, ça se fait par contre dans le service Power BI. D'accord ? Alors, je vais voir si je ne l'ai pas, pour gagner du temps, est-ce que je ne l'ai pas déjà mis? Non, je vais le faire tout de suite. Un peu de temps.
Je vais le publier en même temps que je termine cette présentation sur la partie RLS. Donc, on va attribuer des gens à l'intérieur de ce rôle, soit en mettant des adresses mail pour indiquer des membres, des gens nominatifs, soit des groupes de l'AD ou aussi des groupes de liste de diffusion. Les trois fonctionnent. Au niveau de cette partie d'attribution de rôle, c'est aussi là qu'on va pouvoir tester le rôle, se mettre à la place d'une personne pour voir qu'est-ce qu'il verrait s'il avait ce rôle-là. Quand on est en mode tester le rôle, on a un bandeau bleu qui s'affiche comme ça, au-dessus du rapport, qui précise bien qu'on a un affichage particulier en mode tester le rôle. J'en profite pour publier en même temps que je parle, comme ça je gagne du temps. Espace de démo, sélectionner, publier. Tester le rôle, j'en ai parlé, je vous ferai la petite démo tout à l'heure. Donc ça, c'est une version statique de la mise en place de cette sécurité, puisque vous voyez bien qu'en fait, on va simplement créer des rôles et puis mettre manuellement en fait, des utilisateurs au sein de ce rôle-là. La méthode dynamique, en fait, c'est de lier cette sécurité au compte de l'utilisateur qui est lui-même connecté au rapport. Donc ça évite de faire de la saisie manuelle d'affectation après dans chacun de ces rapports-là. Et en fait, on va utiliser des fonctions DAX qui s'appellent username et user principal name, deux fonctions DAX qui récupèrent le compte de l'utilisateur, que l'on va intégrer après dans notre modèle de données. D'une manière très simple, dans notre modèle de données, on va devoir avoir une table de sécurité où à minima, on aura du coup l'email de l'utilisateur, son username qui est le compte sous forme domaine, nom d'utilisateur avec lequel il se connecte, et cette table de sécurité, on va après la lier au reste de notre modèle de données, on va le lier à justement la donnée que l'on veut sécuriser. Dans mon exemple ici, j'ai lié cette sécurité sur le code région, de France. Donc, c'est très, très intéressant et c'est très puissant de pouvoir faire ça parce que c'est vraiment intégré au modèle de données. On n'a pas de gestion d'affectation des personnes au sein des rôles. On n'a en fait qu'un seul rôle, un rôle qui est dynamique et qui va prendre en compte la formule DAX qui prend justement username en paramètre. En démo, je terminerai là-dessus, vu qu'il a été publié. Hop. Dynamique RLSE. Voilà. Vous voyez qu'ici, sur la première page de la formation, j'affiche justement le nom d'utilisateur et le user principal name. Alors, vous allez me dire quelle est la différence entre les deux, c'est important de le savoir. Username, c'est le nom d'utilisateur qui est en fait dans le desktop le nom d'utilisateur sous forme domaine et compte, alors que dans le service Power BI, le user principal name, ça va être une adresse mail. Les modes d'authentification, qu'on soit en desktop ou en mode service, ce n'est pas les mêmes. Il y en a un, c'est le compte, et l'autre, c'est l'adresse mail. D'une manière générale, en bonne pratique, retenez de toujours essayer d'utiliser l'adresse mail. Parce que souvent, nos Power BI, on va les publier dans le service qui utilise en fait les adresses mail pour pouvoir identifier les utilisateurs. Donc, utilisez toujours les adresses mail. Ce que je voudrais vous montrer ici, et puis je terminerai peut-être là-dessus, sur la partie modélisation, gérer les rôles. J'ai pas pris le bon. Il est ici. Hop. Il va arriver, il arrive, il est là. Je vais terminer en vous montrant justement à quel niveau on met en place cette formule DAX qui fait en fait tout le travail. Dans modélisation, gérer les rôles. Vous voyez, j'ai mis en place un seul rôle, dynamique RLSE, sur ma table de sécurité. Et ici, j'ai indiqué que l'email doit correspondre à l'email en fait de la personne connectée. Ça, c'est une fonction qui, dans le service Power BI, récupère l'email de la personne connectée. Et de cette manière-là, dans mon modèle de données, ma table de sécurité est ici.
automatiquement, ça va filtrer les codes région qui est associé à ce username. Et comme il est lié à tout le reste de mon modèle de données, et ben, automatiquement, je ne verrai que ce que j'ai le droit de voir à l'intérieur de mon dataset.